Oh oui. Oh, oui. Oh, t'es mignon. Mais oui, t'es mignon, toi. En fait, ça fait des siècles que les robots existent. Ah si, sous une forme ou sous une autre, dans notre imaginaire collectif. C'est bien sûr le mythe de l'esclave parfait, sans libre arbitre, qui est complètement corvéable à merci et qui pourtant trouve le moyen de se rebeller contre ses créateurs. Mais d'autres imaginaires sont disponibles, comme par exemple au Japon, où les robots sont plutôt bienveillants, très certainement parce qu'on trouvait là-bas des mythes très anciens dans lesquels les objets ou des entités naturelles avaient des âmes. Aujourd'hui, ces différents imaginaires se mélangent. On a l'impression que les robots vont nous remplacer dans les chaînes d'usine, que certains vont aller faire la guerre, ou alors que d'autres vont prendre soin des personnes dépendantes. Sauf que des robots, on n'en voit pas beaucoup. Et encore moins des robots qui nous ressemblent. Alors j'ai voulu savoir où on en était réellement dans les laboratoires de recherche, au-delà des prophéties et des fantasmes de science-fiction. J'ai donc été accueilli à Toulouse au laboratoire d'architecture et d'analyse des systèmes pour rencontrer l'équipe Gepetto qui travaille sur les mouvements des systèmes anthropomorphes, sur les robots humanoïdes quoi. Je suis Nicolas Mansart, je suis chercheur dans l'équipe Gepetto du LAS CNRS et je suis un être humain, jusqu'à preuve du contraire. Alors viens, je vais te faire jouer à un jeu qui est extrêmement difficile pour les robots. Ah non mais un jeu d'échecs, je vais perdre, je joue pas très bien. Non, c'est pas ce que tu crois, regarde. Il manque le roi noir, je l'ai caché dans la pièce et tu vas le chercher et tu vas le retrouver. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour un robot. Ok, alors... Donc là, déjà, tu vois, tu marches, tu te déplaces, tu saisis un livre. Ça, c'est très difficile pour notre robot. Mettre le genou par terre, ça, c'est fantastique. Si je savais faire ça, j'aurais le prix Nobel. Tu t'appuies et tu te mets sur un seul pied. Ça, c'est fantastique. C'est vraiment un chaise de toute beauté. Et ici, tu reconnais le pion noir, même s'il est dans l'obscurité. Voilà. Ça, c'est très difficile pour un robot. Tu peux vraiment te considérer un robot d'extrême valeur. Je l'ai. Je l'ai eu, mon pote. Alors c'est marrant, du coup, votre équipe de recherche, elle s'appelle Gepetto. C'est vraiment ça le projet, c'est d'avoir... le marionnettiste. Le marionnettiste, mais on coupe les fils et puis la marionnette se débrouille un peu toute seule. Voilà, c'est ça. On voudrait mettre le marionnettiste dans la tête du robot, avoir les algorithmes de Gepetto qui font bouger Pinocchio. Et bon, la tête bouge un peu. Ça s'est stabilisé. En fait, c'est des actions complètement banales que je fais tous les jours qui sont prodigieuses et qui sont faut se valoriser un peu dans... Les décisions de mouvement qu'on prend, elles sont magiques. Il y a énormément de décisions, de toutes petites décisions, mais cumulées ensemble. Ça fait des milliers de décisions qui sont prises en même temps, avec des temps de réaction qui sont très inférieurs à la seconde. Et le robot de tenir debout, faire un pas, attraper une pièce d'échec, prendre aussi des décisions au niveau de la perception, décider de différencier un objet d'un autre objet. Tout ça, c'est des décisions qui sont vraiment très compliquées à prendre. Et ces décisions-là, on ne les associe pas du tout, ou le public ne les associe pas du tout à l'intelligence. De dire, je veux faire de l'intelligence artificielle, je veux faire que mon robot il soit capable de monter un escalier. Ce n'est pas une tâche intelligente. Tâche intelligente, c'est jouer aux échecs. Ça, c'est intelligent. Mais d'un point de vue du nombre de décisions à prendre, jouer aux échecs, c'est très réduit. Et monter un escalier, ça implique des tonnes de décisions, sans parler de tout le contexte qui est autour. Se lever de son lit, trouver ses chaussons, aller péniblement en s'appuyant sur les murs, se faire un café, c'est une tâche d'une redoutable intelligence. D'une redoutable intelligence. Alors il y a une petite dérive en arrière qu'il faut qu'on règle, mais ça c'est une histoire de calibration en fait. Ça, c'est Pyrène, 1m75 pour 100 kg sur la balance. 32 articulations mises en mouvement par des moteurs électriques. Niveau perception du monde, il a 2 caméras pour une vision stéréoscopique, un lidar, et il est capable de sentir les retours de force qui s'exercent sur ses moteurs et sur ses semelles. Les Pyrènes existent aussi sous forme de modèles. C'est sur cette version informatique que l'on calcule les mouvements du robot. Le but des roboticiens et des informaticiens est de lier avec succès ces deux entités, mécanique et informatique, pour créer un robot le plus autonome et le moins dangereux possible, pour lui-même et pour les autres. Ça passe notamment par un travail d'étalonnage que vous voyez là, pour réduire l'écart entre les mouvements planifiés et les mouvements réalisés.
En plus de tout ça, un des points très intéressants de ce robot, c'est qu'il va avoir des capteurs de couple dans toutes ses articulations, à part au niveau de la tête et des poignets. Et ça va permettre de mesurer les forces extérieures qui sont appliquées au niveau du robot. Donc ça va être un contrôle beaucoup plus souple, qui est beaucoup moins dangereux lorsqu'il est opéré proche d'humain, parce que si on va lui rentrer dedans, il ne va pas rester rigide, mais il va absorber l'impact. Et il y a un autre champ d'étude qui est vraiment le corps du robot. Vous travaillez là-dessus aussi, sur la partie matérielle. Quel moteur, quel matériau, quel poids par rapport à la puissance? Concevoir le robot, c'est vraiment une des questions. Et pour les robots quadrupèdes, c'est une question qui est bien aboutie. On commence à vraiment savoir comment concevoir un corps de quadrupède. Pour les bipèdes, c'est vraiment une question qui est d'actualité. Donc là, toi, Pierre-Alexandre, tu travailles sur un robot quadrupède. Par rapport à Pyrène, il y a des choses que vous arrivez à faire sur ce genre de robot que vous n'arrivez pas à faire avec Pyrène? Les deux robots vont permettre de mettre en œuvre les mêmes techniques à peu près de contrôle. Et c'est justement un des intérêts d'avoir une plateforme relativement petite et facile à mettre en œuvre comparé à un robot humanoïde beaucoup plus lourd. Et donc qui va nous permettre de tester des nouveaux algorithmes de contrôle, un peu les améliorer. Éventuellement, s'il y a quelque chose qui casse, on peut facilement le réparer, comme le robot est imprimé en impression 3D. Et une fois que tout ça sera bien mis au point, qu'on voit qu'il n'y a plus trop d'erreurs de contrôle, on pourra éventuellement plus tard le mettre sur un robot humanoïde. Vous êtes en train d'observer la danse nuptiale du robot quadrupède. D'ici peu, il tentera en accouplement. J'ai vu que tu avais une manette de PlayStation. Tu fais vraiment bouger ça avec ça? Donc c'est ça, en fait, on envoie une consigne de direction au robot. Donc par exemple, si je mets le joystick vers l'avant, il va aller tout droit. Et lui, il va donc prendre en compte cette direction, prédire ce qui va se passer sur une demi-seconde dans le futur, au niveau du positionnement de ses pieds et des forces qu'il va appliquer sur le sol. Donc il a un modèle de lui-même et il applique ce qu'il va faire et il voit le résultat et il le fait. Oui, c'est ça, tout à fait. On lui a donné les masses de chacun de ces éléments, les masses des jambes, les masses de la base du robot. Donc cette prédiction-là, avec une demi-seconde dans le futur, il le fait 500 fois par seconde. Okay. Et après, au niveau vraiment du calcul bas niveau des moteurs, il le fait 10 000 fois par seconde. Ok. J'ai l'impression d'être dans le futur là actuellement. Alors attends. Donc là, il y a une première phase de calibration au début pour qu'il s'initialise un petit peu. He's alive! Et là, on va le lancer. Hop. Et voilà, et là, à partir de ce moment-là, tu peux le poser par terre, il va rester stabilisé. Si tu l'agites un petit peu, il réagit. On voit qu'il réagit un peu quand je le bouge pour essayer de se stabiliser. Il a peur là, non? Attends. Oh là là, on a vraiment l'impression que c'est vivant. Ah, c'est chelou. Et après, voilà, on peut, si tu veux, le contrôler. Non. Je te laisse. Oh mon Dieu. Faire un robot humanoïde, c'est un petit peu comme essayer de calculer les décimales de pi. Primo, vous n'y arriverez pas. Et secondo, c'est pas vraiment le but. Le but, c'est d'avoir un cas pratique, une espèce de défi autour duquel les chercheurs peuvent se retrouver pour parler entre des disciplines qui, sans ça, n'auraient pas de raison d'échanger. C'est vraiment par nature, la robotique, une science qui est connexe. Et la robotique a aussi cette propriété de connecter la science dure, des maths, des maths qui sont vraiment sur papier, et de la technologie. On est vraiment aussi à l'interface entre les deux. Et toutes les connaissances que vous produisez, elles circulent au sein d'une communauté mondiale librement. Il n'y a pas de brevet ici, il n'y a pas de... Tout est public, open source et partagé. Le CNRS a vraiment pour objectif de produire de la connaissance et de la mettre à disposition au sens large. On publie sous licence ouverte, on sort nos logiciels sous licence ouverte, même maintenant nos concepts mécaniques sous licence ouverte. C'est vraiment un souhait dans l'équipe qu'on a de mettre à disposition de la communauté au sens large. Alors, quelle sera la place des robots humanoïdes dans le futur? Va savoir. Mais je me dis que ce serait quand même fou qu'ils réussissent à changer nos vies sans jamais réellement exister. Sans qu'on croise de robots humanoïdes dans la rue. Jamais. Donc le moment où ils vont se rebeller contre nous pour demander des droits, l'apocalypse des robots tueurs, c'est pas pour tout de suite. Non, alors la blague dans le domaine, c'est de dire, pour éviter l'apocalypse des robots tueurs, pensez à fermer les portes, parce qu'on est au point où pour l'instant nos robots, ils n'arrivent pas à marcher jusqu'à la porte et à l'ouvrir. Déjà une porte, ça c'est déjà dur. Alors une variété de portes, une porte qui glisse, une porte qui s'ouvre en se poussant, en se tirant avec une poignée ronde, ça on sait faire un peu de jeu, pousser sans parler avec d'ouvrir avec la clé, de mettre la clé dans la serrure. Donc non, on est vraiment loin d'avoir un robot qui fonctionne pour ça. C'est quelque chose qui est trop difficile.
Mais peut-être qu'ils auront changé notre manière d'opérer des cancers, de faire voler automatiquement des avions ou de faire marcher des rovers sur Mars. Autrement dit, les recherches menées sur les robots humanoïdes auront des impacts sur les mathématiques, l'informatique ou même la médecine. Écoute, je crois que je t'ai mal jugé. Sans rancune. Je sais plus comment faire. Un câlin.